On va parler urbanisme, chantier et gros immeubles ce soir. Bruxelles est en transformation, elle a besoin de logements pour sa population qui augmente. Alors pour faire face au phénomène, la réponse politique, ce sont les plans d'aménagement directeurs, des PAD en abrégé. Sur le terrain, des riverains et des associations se mobilisent, dénoncent la mainmise des promoteurs, des constructions trop imposantes, un manque de concertation. Il y a donc matière à débat. Bienvenue dans Versus sur BX1. Et 4 invités ce soir en plateau qui ont chacun un avis sur le sujet. Marco Schmitt, bonsoir, vous êtes un riverain du quartier Léopold. On parlera évidemment avec vous du PAD concernant la transformation de la rue de la Loi. Tom Sanders, vous êtes le directeur stratégie pour Perspective, le bras armé du gouvernement dans ces PAD. Et on verra avec vous s'il y a un fil rouge entre ces différents plans d'aménagement directeurs. Isabelle Potier, vous êtes députée bruxelloise pour Écolo dans la majorité donc, et du côté de l'opposition, Geoffroy Commence, député pour le compte du MR. Les députés qui ont eu à parler cette semaine des différents plans d'aménagement directeur, c'était en commission du Parlement. Plusieurs personnes intéressées par le sujet se sont rendues et notre équipe également. Reportage. C'est une réunion de commission presque comme les autres au Parlement bruxellois. Développement territorial, majorité et opposition y échangent plus ou moins vertement. Fait plutôt rare dans le public, beaucoup de monde, des citoyens interpellés par les PAD, ces plans d'aménagement directeurs qui encadrent les travaux dans des quartiers les inquiètent et ils sont venus le dire aux politiques. En fait, le problème avec les PAD, c'est que c'est des dossiers très très lourds. Donc nous, on a reçu un dossier plus que 2000 pages, juste sur le PAD Herman de Brou. Le gouvernement demande aux citoyens de vérifier toutes ces pages-là pour donner des commentaires dans une enquête publique. Bien sûr que ce n'est pas possible. Nous, les citoyens, on travaille, on a notre famille, on a plein de choses à faire. Déjà maintenant, quand vous allez au palais de justice et que vous regardez, vous avez une vue sur Bruxelles et que tous les étrangers qui arrivent vont dire « Oh, quel horrible building là !» Bien, on en aura peut-être une centaine comme ça, tout aussi moche. Et on ne pourra plus jamais changer. Les plans d'aménagement directeur permettent notamment de revoir les gabarits d'immeubles. 4 PAD sont sur le point de passer en seconde lecture au gouvernement bruxellois. Ils concernent les quartiers Porte de Ninove, Caserne à Ixelles-Etterbeek, le Mediapark près du boulevard Reyers et la gare de l'Ouest. Ceux des quartiers Lois, Evart, Josaphat et Herman de Brou attendent encore un avis administratif. Et puis il y aura tous les autres, Gare du Midi, Bordet, Ezel ou Défense sur l'ancien site de l'OTAN à Evere. 13 PAD au total pour créer quelques 20 000 logements. C'est beaucoup, mais certaines études estiment qu'il en faudrait 2 fois plus d'ici 2040. Ouais, alors, peut-être un mot de votre part. Quelle est la perspective qu'on peut avoir de tous ces PAD qui sont en cours? Qu'est-ce qu'ils vont nous permettre d'avoir qu'on n'a pas aujourd'hui à Bruxelles? Et pourquoi est-ce que la région estime qu'on en a besoin? C'est effectivement très très important de comprendre que ces PAD, ce sont des projets urbains, sont des déclinaisons d'une vision globale. Cette vision globale, c'est celle du projet de ville, le plan régional de développement durable que le gouvernement bruxellois a approuvé en 2018 et qui tâche de répondre à 2 types d'enjeux. En fait, Bruxelles, comme toutes les villes de la planète, elle est confrontée aux enjeux climatiques et environnementaux. Et par rapport à ces enjeux-là, il est communément admis déjà par une multitude d'experts internationaux que les villes demain seront plus denses, plus compactes, plus performantes pour répondre à ces défis. Mais en quoi construire des immeubles plus grands va par exemple permettre de répondre à des objectifs environnementaux et de qualité de vie tout simplement? Tout simplement parce qu'on dit, alors il y a 2 considérations. Un, il faut lutter contre l'étalement urbain pour avoir des villes qui sont durables. Ça c'est une première chose, ça veut dire que des habitants vont se rapatrier en ville. Et 2, il y a une problématique typiquement bruxelloise, qui est la croissance démographique bruxelloise, qui résulte de l'immigration internationale et de la natalité, qui appelle des réponses concrètes en matière de logement. Alors, Isabelle Potier, il y a plusieurs PAD qui sont en cours en ce moment, le gouvernement est régulièrement interpellé dessus. Est-ce que vous trouvez que la concertation autour de ces PAD fonctionne de manière correcte, optimale, ou bien on devrait aller plus loin ?
Alors, en tout cas, il y a débat public. Bruxelles est quand même une des villes d'Europe où il y a le débat public le plus vif, le plus fort sur la ville, et c'est très bien comme ça. Mais est-ce que le débat débouche sur quelque chose de concret? Est-ce que les citoyens, on entendra Marco Schmitt dans un instant, qui s'expriment, sont vraiment entendus, ou c'est de la concertation de façade? Alors, il y a quand même eu des enquêtes publiques de 60 jours, il y a eu débat, il y a débat au Parlement, et moi-même, j'ai fait une demi-douzaine d'interpellations et de montées d'interpellations sur ces projets que je connais depuis longtemps. Et l'EMR tend à faire croire aux gens que c'est plié, mais en réalité, non, puisque maintenant, la déclaration de politique régionale prévoit que le gouvernement va proposer une version amendée sur base des avis rendus dans le cadre de l'enquête publique et des avis des instances. Donc il va y avoir des amendements. On vous entendra encore. Mais Marco Schmitt, est-ce que vous avez l'impression, vous, comme citoyen, qui avez surtout en ligne de mire le pas de loi, alors c'est un des plus gros, je reprends mes notes, mais on parle de 14 tours, 5 qui dépasseraient plus de 100 mètres, qui dépasseraient les 100 mètres de hauteur. Est-ce que vous avez l'impression d'être entendu, vous, quand citoyen, vous mobilisez avec vos voisins et votre comité? Bon, il y a un problème certainement d'entente, mais il y a surtout un problème de compréhension et de logique derrière tout ça. Quand on est dans un quartier qui est complètement saturé, le plus dense de Bruxelles, et qu'on vient nous proposer des tours de bureaux alors que le quartier Léopold a le taux de vide locatif le plus important, quand il y a du logement alors qu'on justifie la densification par la croissance démographique, qu'on sait que cette croissance démographique correspond surtout aux segments les moins favorisés, disons, ou en tout cas les segments d'immigration, etc., qu'on vient nous proposer du logement de luxe quand on en fait, etc., il y a un gros problème de compréhension des politiques menées par la région à ce niveau-là. C'est quelque chose qui revient, donc on l'entend ici chez Marco Schmitt, on l'entendait dans le sujet, beaucoup de citoyens disent mais on nous impose des immeubles et ça revient, moi j'ai reçu beaucoup de témoignages à l'annonce du débat d'aujourd'hui en disant mais on nous impose des bureaux, il y a déjà trop de bureaux vides et on ne construit pas assez de logements. Quelle est votre réponse par rapport à ça? Vous entendez cette remarque des citoyens? Très clair, c'est qu'il n'y a pas de bureaux qui sont prévus par l'EHPAD en général, et le pas de loi est un petit peu particulier, mais si il est appliqué dans ses principes jusqu'au bout, il aboutira à une diminution du nombre de mètres carrés de bureaux existants aujourd'hui dans le quartier. Il y a bien des logements qui sont prévus dans le projet de PAD, et il faut bien rappeler l'histoire du projet de PAD de loi. On est face à une rue de la Loi qui est un canyon aujourd'hui, des espaces publics impraticables, une mixité inexistante qui fait que ce quartier ne vit pas en dehors des heures de bureau. Et donc, tout l'objectif du pas de loi est celui-là. Et ce qui est proposé, parce que c'est bien une proposition, c'est de dire récupérons de l'espace public pour rendre ce quartier plus vivable, en autorisant certes à certains immeubles de monter parce qu'ils se reculeront par rapport à l'espace public. Et j'insiste très fort sur la mixité de fonctions qui est bien l'essence même du projet de PAD, réintroduire du logement dans ce quartier. Geoffroy commence. Évidemment, je ne suis pas du tout d'accord. Aujourd'hui, mon groupe politique craint une néo-bruxellisation, c'est-à-dire une situation telle qu'on l'a connue dans les années 60 et 70. Oui, c'est une expression qui a un sens. Oui, la bruxellisation, on détruisait n'importe comment. Oui, aujourd'hui, clairement, on peut parler de ça. Et je pense que le mot n'est pas galvaudé dans la mesure où il faut que le citoyen soit conscient qu'aujourd'hui, on parle de près de 50 nouvelles tours en région bruxelloise. 50 nouvelles tours. C'est presque inimaginable. Et une tour, c'est plus de 12 étages. Alors parfois, on monte jusqu'à, effectivement, 155 mètres. Je pense que ça n'est pas anodin. Les gens, on leur a piqué aujourd'hui la participation. On a fait aujourd'hui des séances d'information, mais pas réellement des séances de participation. Et je suis d'ailleurs étonné de la phrase de Mme Potier qui dit « le MR s'inquiète, etc. » et essaie d'amener demander un moratoire, notamment. Un moratoire sur les tours aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on n'y voit pas clair, on ne sait pas exactement. On nous dit qu'il y aura 14 tours sur le pas de loi, il y aura 10 tours sur Mediapark, et en fonction des autres pads, entre 1 et 6 tours en moyenne. Donc c'est vrai que ce n'est pas anodin. On doit vraiment avoir une prudence et avoir un vrai débat démocratique là-dessus, ce qui malheureusement nous a été refusé lundi, majorité contre opposition au Parlement. Je me tourne vers Tom Sanders et Isabelle Potier. Quel est le risque si on fait un moratoire? Si on dit parce qu'un moratoire, c'est-à-dire on ne construit plus de tours pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas quelle est la durée sur laquelle on présente, mais quel est le risque? Ne pas avoir suffisamment de logements? Faire fuir des investisseurs?
En fait, Tom Sanders. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis 1989, Bruxelles a gagné 254 000 nouveaux habitants. Hein, et c'est une tendance qui continue. Je suis historienne de formation, je ne peux pas laisser M. Commans parler de néo-bruxellisation. Il y a eu une bruxellisation entre 1958 et 1988 qui était menée par l'État belge, qui avait une vision de Bruxelles pas comme une ville habitée, mais comme une ville tertiaire. C'était tous ces ministres qui prenaient des décisions pour la capitale, mais voilà, qui n'y vivaient pas. Qui n'y vivaient pas. Et effectivement, on a rasé des quartiers entiers, comme le quartier Léopold, comme le quartier du Midi, comme le quartier Nord, pour construire 100% bureaux à peu près, desservis par des autoroutes urbaines. Depuis 1989, la région existe et on essaie quand même de réinsérer une mixité urbaine et il faut des plans pour l'encadrer. Maintenant, je comprends qu'il y a des craintes et qu'il y a des crispations et qui sont parfois tout à fait légitimes, en particulier sur les questions de la forme urbaine. Je pense que effectivement la question des tours suscite des craintes dans la population. Vous comprenez que les gens sont inquiets de la construction de tours. Oui, mais deux choses. Il faut voir que dans le pas de loi, ces 14 tours, c'est un scénario, ce sont des volumes capables d'abord, et c'est un scénario maximaliste. Oui, mais si tous les promoteurs s'engagent dans le truc. Quand on crée dans un PAD, dans un cadre juridique, un maxima, est-ce que de facto, on ne se dit pas qu'on va atteindre ce maximum-là, puisque ce sera possible, les investisseurs qui viendront sont intéressés? Je voudrais entendre Tom Sanders statuer, et puis après, je commence. Effectivement. Quand on crée un maxima, est-ce que forcément il sera atteint, ou on ouvre la porte? Alors, on crée un cadre. On crée un cadre et c'est hyper important que l'autorité régionale, par rapport aux enjeux qui sont les siens, crée un cadre pour juger de la pertinence de ce qui se passe sur son territoire. Par rapport à l'idée du moratoire, moi, je pense qu'il est important maintenant de décider, dans un sens ou dans un autre, de la ville qu'on veut demain. Les enjeux sont trop importants. Il y a des urgences, qu'on parle de la croissance, mais aussi à Bruxelles, des urgences sociales, des urgences en termes de mobilité. Il est important que l'autorité régionale décide quelle ville elle veut demain. Et pourquoi? Maintenant, par rapport au cadre et au maxima, il faut bien comprendre que les projets de PAD, d'abord, sont des projets, ça c'est une chose, mais une fois qu'ils seront en vigueur, vont encore nécessiter que chaque porteur de projet public ou privé dépose un permis d'urbanisme, réalise une étude d'incidence, fasse une enquête publique, et donc ce sont autant d'occasions supplémentaires pour que le projet évolue et se conforme au meilleur aménagement des lieux possibles. Est-ce que les enquêtes servent vraiment à quelque chose? Est-ce que, si par exemple il y a un avis négatif, on parle peut-être à terme du pas de loi, mais il y a le pas de Porte de Ninove là, qui va passer peut-être dans quelques jours au gouvernement en seconde lecture. Est-ce que le projet est vraiment transformable vu les besoins, et est-ce que le cadre juridique ne permet pas au gouvernement de passer en force? Geoffroy commence. Alors malheureusement, on voit que tous ces processus ont été menés tambour battant, vraiment à l'encontre des populations, à l'encontre des riverains, sans qu'ils aient réellement été écoutés, entendus sur les problématiques du cadre urbain. C'est le cadre de vie dont on parle. Marc, sur cette concertation, est-ce que votre comité a été entendu? Est-ce que vous avez l'impression que des remarques que vous avez émises ou que vous émettez font évoluer quand même le pas de loi en l'occurrence, mais on ne s'intéresse pas uniquement à ce pas de là aujourd'hui? Non seulement on a fait des remarques, mais on a aussi introduit plusieurs recours. Il faut bien se rappeler que sur le pas de loi, il y a eu des phénomènes précédemment. Est-ce que les remarques sont intégrées d'une manière ou d'une autre? C'est ma question. Même les recours ne sont pas intégrés. Donc, je veux dire, si nos remarques ne sont pas intégrées et que ce que dit la justice n'est pas intégré, il n'y a rien qui est intégré. Alors que le PAD, c'est un temps, un bulldozer, ça permet de passer en force. On a deux exemples importants. On va juste laisser terminer, Geoffroy commence, et puis après... La tour de One, regardez, ça c'est vraiment l'exemple même, la première tour qu'on retrouve maintenant sur la rue de la Loi, qui est un scandale. Cette tour, on le savait, dès le moment où le permis a été octroyé, elle était illégale. On le savait, et on savait que le permis allait être attaqué en retour, que le Conseil d'État allait casser le permis. Résultat, on y est maintenant, mais la tour, entre-temps, elle est construite. Et on nous dit, ah, mais c'est trop tard, c'est dommage. C'est la politique du pied dans la porte. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Quand je parle de néo-bruxellisation, c'est exactement ça. Sauf que ça n'est plus l'État fédéral. Aujourd'hui, c'est la région qui s'est substituée à l'État fédéral. Je vais quand même le dire. Très brièvement, parce que je veux entendre... Qu'est-ce que la bruxellisation? C'est le terme utilisé par les urbanistes. J'ai repris ici pour désigner les bouleversements urbanistiques d'une ville livrée aux promoteurs au détriment du cadre de vie de ses habitants, sous couvert d'une modernisation nécessaire. C'est exactement ça, aujourd'hui, auquel on est confronté. Et la tour de One, la tour Bellevue,
View, la tour Upside, et bientôt la tour sur la cité administrative. C'est chaque fois des exemples similaires où on se substitue aux habitants et on le fait à l'encontre de leur qualité de vie. Je veux vous entendre, Tom Sanders, là-dessus, sur ce côté finalement hiérarchie des normes. Est-ce qu'on passe en force avec les PAD et les concertations, les citoyens sont plus entendus? Au niveau factuel, par rapport au recours introduit contre les RUZ à l'époque, le moyen qui a été retenu par le Conseil d'État était de dire vous n'avez pas suffisamment étudié les incidences du règlement d'urbanisme. Oui, mais... Et non, je vais jusqu'au bout. C'est ce qui vient d'être fait. C'est ce qui vient d'être fait dans le cadre du projet de PAD. Il y a un rapport d'incidence pour le coup de 1200 pages. On peut revenir là-dessus sur la façon dont le citoyen peut se l'approprier. Je comprends que ce soit compliqué, mais il y a 1200 pages d'analyse aujourd'hui disponibles sur Internet et c'est une réponse à un des moyens qui avait été retenu par le Conseil d'État. Juste sur la participation, c'est aujourd'hui faire un peu un procès d'intention au gouvernement de dire on ne sera pas entendu, puisque au stade où on en est, il n'a pas encore pris position par rapport à ce qui a été dit dans ces enquêtes publiques, dans les avis d'instance et au niveau de la CRD. Marco Schmitt, vous avez demandé la parole. Oui, sur les recours, effectivement, il y a des moyens qui ont été étudiés par le Conseil d'État, mais vous savez très bien comment ça fonctionne au Conseil d'État. Ils n'étudient pas nécessairement tous les moyens. Il suffit qu'il y ait un moyen qui permette d'éliminer ou d'annuler le RRZ, et ils n'ont pas annulé. Donc se baser sur le seul moyen qui a été évoqué, qui a été utilisé par le Conseil d'État, c'est ne pas dire tout ce qui a été expliqué ou essayé d'être démontré au niveau de la position des associations. Et on imagine bien la difficulté pour des citoyens qui ne sont pas tous avocats, qui ne sont pas tous juristes, de s'adresser et de comprendre aussi les décisions du Conseil d'État. Isabelle Potier avait demandé la parole. Et puis j'ai une question pour vous, Isabelle Potier aussi. Parce que vous êtes ici comme parlementaire, mais vous avez été directrice de l'ARO, vous connaissez bien la concertation. Je crois comment vous avez été échevin à la ville de Bruxelles, à l'urbanisme. Est-ce que ces dernières années, avec l'apparition des PAD et de manière générale, vous avez le sentiment, très honnêtement, que la concertation recule, qu'on est moins entendu quand on est citoyen, ou au contraire, est-ce qu'on a un processus démocratique en matière d'urbanisme qui est bien consolidé à Bruxelles? Je ne sais pas si vous serez d'accord, mais c'est la question que je vous pose à tous les deux. Qui répond en premier? Isabelle Potier qui avait attendu. Mais moi, clairement, c'est pour ça que je suis passée en politique. Parce que du point de vue société civile, ça devenait quand même un peu difficile, faut être honnête. Et je trouve que la grosse maladresse du gouvernement précédent, c'est d'avoir fait le choix de mettre 4 PAD à l'enquête publique en même temps. Et donc, ça a donné aux gens un sentiment d'écrasement. Et donc, du côté d'écolo, nous insisterons pour que les 8 suivants soit échelonné dans le temps. C'est une annonce que vous nous faites au nom de la majorité, ou en tout cas de votre parti. En tout cas, c'est une demande que nous ferons au sein de la majorité, c'est qu'on échelonne les enquêtes publiques pour les plans suivants. Tom Sanders, ce sera tenable ça d'échelonner, ou bien le timing et les obligations Non, je pense que c'est tout à fait tenable. Et je dois dire aussi que Perspective, qui a organisé tous ces processus de participation, fera, et est déjà en train de le faire, en réalité son évaluation, sa propre évaluation de la façon dont ça s'est passé, et il faut reconnaître qu'on peut effectivement renforcer ces mécanismes, être plus performant, si je peux m'exprimer comme ça. Et donc, en tout cas, on tirera les leçons. On a été mandaté par le gouvernement pour réfléchir et faire des propositions pour une meilleure participation demain, et c'est ce qu'on fera avec plaisir. Geoffroy, quand vous étiez échevin, les commissions de concertation que vous avez présidées, elles servaient à quelque chose, très honnêtement? Elles servaient à quelque chose jusqu'au moment où il y a eu la 6e réforme de l'État et où, évidemment, tous les grands dossiers sont passés au niveau de la région. Et on a senti, évidemment, la difficulté de gérer les choses avec une région qui ne préside pas les commissions de concertation, mais qui, finalement, rend des avis. Et combien de fois j'ai eu des avis qui étaient déjà rédigés avant même la commission de concertation au sein des administrations régionales. C'est complètement sidérant. Et on devait vraiment essayer de faire plier les choses après coup en leur disant mais vous vous rendez compte que vous allez totalement à l'encontre de ce qui était dit. Il y a beaucoup de sens, il y a du sens pratique dans ce qui est avancé par les habitants, par les riverains. Moi, je suis quand même étonné par la position d'écolo. J'ai une liste longue comme le bras de positionnement en 2017, 2018, même 2019, nous disant tout le mal qu'ils pensaient des PAD, et maintenant on rentre dans une majorité, on dit ah mais finalement c'est pas grave, et on ne veut même pas aujourd'hui accepter un débat au Parlement. Quoi de mieux qu'au Parlement, justement, pour avoir ce débat sain et serein sur la densification et sur la modification architecturale et patrimoniale qu'on veut pour notre ville. Alors, il y a un terme qui revient très souvent quand on prépare le dossier des PAD, ce que j'ai fait évidemment ces derniers jours, c'est une question de rééquilibrage entre les quartiers, qui seraient pour certains trop densément peuplés, et puis d'autres, beaucoup moins. Alors, on se doute bien que, par exemple, à Oudergem, on a moins d'habitants par mètre carré qu'on peut en avoir, par exemple, à Molenbeek ou à Saint-Josse. Est-ce que c'est réaliste, ça, de travailler à cette
autre densification de la ville, ou est-ce qu'on va se heurter notamment au phénomène NIMBY, des gens, pas dans mon jardin, Isabelle Potier. Est-ce que c'est réaliste? C'est ça ma question. Oui, tout à fait. Donc, un des PAD que je trouve le plus intéressant, c'est le PAD Herman de Brou, parce qu'il implique la démolition, le démontage du viaduc Herman de Brou qui n'aurait jamais dû être construit, qui a été construit par l'État contre les Bruxellois et qui a toujours été contesté par les communes, et la commune d'Oderghem en particulier, parce qu'elle est coupée en deux, c'est une rupture urbaine, une barrière, etc. Et dans les années 80, on a construit le long de cette pénétrante des immeubles de bureaux. Le PAD va créer un cadre qui va permettre d'abord de réurbaniser les friches, donc le parking du supermarché. Vous pensez qu'on peut, via les PAD, rééquilibrer, mais c'est le but. Et ces immeubles de bureaux en décentralisé qui sont pas très occupés, la Commission européenne, elle peut revenir dans le quartier européen. Donc un rééquilibrage de la densification, vous y croyez? Là, il y aura on a des outils pour ça. Il y aura construction de logements dans des quartiers qui sont recherchés et qui sont intéressants. Tom Sanders, vous y croyez aussi? C'est un enjeu fondamental. Donc les villes demain seront plus denses. Pour garantir que la qualité de vie soit présente, il faut organiser cette solidarité entre les différents tissus urbains bruxellois et donc mobiliser aussi ces territoires qui sont un peu plus éloignés du tissu central, voire même, parce qu'on utilise le mot, et je crois qu'il figure dans l'accord de gouvernement, dédensifier les tissus qui sont trop densément bâtis. En tout cas, et c'est ce qu'on fait à perspective dans chacun des projets urbains qu'on a proposés au gouvernement, organiser à minima un équilibre entre une certaine densification et des espaces publics, des espaces ouverts, des parcs qui viennent systématiquement en équilibre par rapport au projet. Et donc Porte de Ninove, dans cette perspective, est peut-être trop dense, le PAD de la Porte de Ninove. Il pourrait être corrigé? Ça, c'est au gouvernement. Notre demande. Il revient au gouvernement d'opérer les arbitrages. Il y a clairement dans le PAD de la Porte de Ninove une expression sur cette question de la densité et de la hauteur. Il faudra que le gouvernement prenne attitude par rapport à ça. Je crois qu'on commence en 30 secondes parce qu'on avance. Malheureusement, je constate que depuis 20 ans, c'est ce qu'on nous annonce pour le pas de loi. La rue de la loi, soi-disant, on va la dédensifier. Il n'y a pas de pas de loi. On travaillait sur la rue de la loi, mais il n'y a pas encore de PAD. On était sur d'autres projets qui étaient finalement, on est dans la continuation logique. Chaque fois, on a dit, vous allez voir, ça va être mieux plus tard. Aujourd'hui, on voit la situation, c'est une catastrophe. Et on prévoit de doubler quasiment la hauteur des immeubles. Je ne sais pas si on se rend compte, au total, ça va être une catastrophe. On a entendu votre position. Marco Schmitt, parce qu'il nous reste 10 secondes avant de passer à l'argument recevable, et vous n'y couperez pas aujourd'hui. Sur 10 secondes, ça va être compliqué. Prenez le temps pour vous. Il y a une vieille tradition dans le quartier Léopold. C'est toujours mobiliser des schémas directeurs, des plans généraux, etc. pour accompagner en réalité un projet des institutions européennes. C'est exactement la même chose qui est en train de se mettre ensemble. Parce que vous croyez que le PAD va être réalisé en dehors des 2 tours Athénor et les tours de la Commission européenne? Fort probablement non, pour plusieurs raisons. D'abord, ce PAD a été inventé à l'époque, il y a déjà une dizaine d'années, dans une époque qui était tout à fait différente que celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la crise climatique, on n'en était absolument pas conscient à cette époque-là. Même si on pointait déjà les problèmes que ça allait, de la démolition, reconstruction, des coûts énergétiques que ça allait engager. On est en train de réaliser un PAD aujourd'hui qui est un machin vieux d'une époque qui est décidément révolue. Et je vous remercie. On retournera dans votre quartier et on retournera chez Perspective. On sera évidemment au Parlement. Mais maintenant, c'est l'heure de l'argument recevable. Et je vous ai sucré à Marco Schmitt. Alors voilà, vous êtes le premier mais l'exercice n'est pas facile. Un argument recevable dans ce qui a été dit de l'autre côté de la table? Écoutez, il y a des tas d'arguments recevables. Sur les principes, on pourrait certainement se retrouver. Sur le principe de la densification urbaine, il y a des tas de gens qui réfléchissent autrement aujourd'hui. Okay. C'est aussi un truc un petit peu vieillot, ce machin-là. Je crois comment c'est un argument recevable. J'ai beaucoup de mal, comme mon voisin, à trouver. Mais s'il y en avait un, j'entends la dédensification de certains quartiers. Et ça, c'est un argument que je peux entendre. Tom Sanders, un argument recevable. Ce qui est plus que recevable, c'est la façon dont les habitants vivent ce qui leur est proposé. Il faut absolument qu'on écoute et qu'on entende ce qui est dit, mais aussi qu'on arrive à convaincre qu'il faut se situer à la hauteur des enjeux. Et les enjeux climatiques et de croissance et les enjeux bruxellois sont des enjeux très très importants qu'il faut pouvoir appréhender d'une certaine manière. Isabelle Potier, un argument recevable, peut-être dans ce que Geoffroy commence à dire? Alors, l'enjeu climatique, certainement, et le problème posé par la démolition-reconstruction, la fuite en avant. Je pense qu'à l'avenir, il faudra construire aussi plus durable, c'est clair. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus. La semaine prochaine, d'autres invités, un autre thème, et encore une fois, beaucoup de questions et d'échanges. Belle fin de semaine.